Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture sur la chaîne. Je vais vous parler... Alors, j'ai lu 4 romans, mais je ne vais pas vous parler d'un, car il fera l'objet d'une vidéo spécifique fin août, début septembre, je ne sais pas encore trop, ce qui sera le bilan du challenge l'été en série. Donc, je vais juste vous dire que j'ai relu le tome 1 de la série Autrement de Maxime Chatham, L'Alliance des Trois aux éditions Albin Michel. Je l'ai écouté en audio la semaine dernière, donc je vous en parle pas tout de suite dans ce point lecture, mais je vais vous parler de 3 autres romans tout aussi intéressants et passionnants que Autrement. D'abord, je bois un coup. Voilà. Je pense à toi, Floris. Hein. Chaque fois qu'on fait un bilan lecture, on boit un petit coup. N'est pas Picton qui veut. Donc, on va commencer par l'été en série, une suite de séries. Vous voyez un petit peu quelle transition. On voit que j'ai bossé mes vidéos. Je vais vous parler donc de La Malédiction des Dragon's Blood, le tome 3 de Anne Robillard, paru aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est un tome 3, bien évidemment. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter ce qui s'est passé dans le tome 3. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vais quand même vous resituer un petit peu le contexte. On suit Samuel, qui est un musicien un peu dans la dèche, hein, autant le dire, ça marche pas comme il veut, il a beaucoup moins de succès, beaucoup moins de contrats, du coup sa femme a décidé de le quitter pour éviter de tomber en déchéance en même temps que lui, et elle a divorcé et a donc eu la garde de sa fille. Entre-temps, elle s'est remariée avec un autre homme, ce qui n'est pas du tout au goût de la petite fille, qui ne voit plus du tout son papa, et pour lequel elle a un profond attachement. Lui, Samuel, bon bah voilà, sa vie est partie à volo, il n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est de se foutre en l'air. Et le soir où il décide de passer à l'acte, il reçoit un mystérieux testament, comme quoi il est l'héritier, l'unique héritier d'un mystérieux château, d'un mystérieux aïeul, qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam jusqu'à maintenant. Et donc du coup il dit, bon, de toute façon au point où j'en suis, hein, je peux bien aller voir ce fameux château, j'arriverai bien à me jeter du haut d'une tour, le cas échéant. Bref, et donc il se rend à ce mystérieux château, et là va débuter pour lui une... Excusez-moi, je bois un coup. Va débuter pour lui une aventure hors du commun, car il s'avère que ce château n'existe pas réellement. C'est une fantasmagorie, si je puis dire, inventée par une sorcière qui a jeté une malédiction sur les Dragon's Blood, dont Samuel est le 46e descendant. Et donc, lui seul peut voir ce château et ses habitants, car ce château est habité par les 45 autres descendants du fameux Ulrich Dragonsblood, homme par lequel la malédiction est arrivée, étant donné qu'il a provoqué la colère de la fameuse sorcière qui a prononcé la malédiction, enfermant Ulrich et tous ses descendants dans ce château. Et la mission de Samuel est de trouver la porte, parce que ce château a donc 46 portes, il doit trouver la porte d'Ulrich afin de l'empêcher de provoquer justement la colère de cette fameuse sorcière et du coup briser la malédiction qui pèse sur tous les Dragon's Blood et évidemment sur Samuel mais aussi sur sa fille qui est aussi une descendante d'Ulrich. Et donc à chaque tome on assiste au voyage de Samuel au travers les différentes portes et où il rencontre ses ancêtres dans leur vie juste avant qu'ils ne soient assassinés froidement ou dont la mort a été provoquée par la sorcière. Et donc voilà l'histoire fil rouge si je peux dire, et entre-temps on a quand même plusieurs petites histoires parallèles qui se suivent également en fil rouge. Et ici, donc du coup, Samuel poursuit
ses voyages au travers les portes du château. Et ici, dans ce tome 3, on voit quand même apparaître pour la première fois un des personnages qui est quand même très important dans cette saga. Il s'agit de la sorcière qui a prononcé la malédiction sur les Dragonsblood. Il s'agit de Sortiari qui arrive au château parce qu'elle sent une présence qui ne devrait pas y être. Et effectivement, c'est Samuel qui vit dans le château en compagnie des fantômes de ses ancêtres. Et du coup, la sorcière a senti sa présence. Et elle demande instamment aux habitants du château de lui livrer cette âme qui ne devrait pas être au château. Alors évidemment, la grande majorité des habitants du château ne veulent pas livrer Samuel et feront tout pour le protéger, car ils aspirent évidemment à être libérés et que leur âme s'envole vers un dieu quelconque, que ce soit Dieu, que ce soit Sheodin, au Valhalla. Mais il y a quand même une frange d'irréductibles fantômes qui, de par les actes qu'ils ont commis dans leur vie, pas très glorieux, il faut bien l'avouer, ne tient pas à ce que Samuel brise la malédiction. Donc, ils vont quand même tenter, ces rares descendants vont quand même tenter de mettre des bâtons dans les roues de Samuel dans sa quête de la bonne porte pour briser cette malédiction. Alors, voilà, la plume d'Anne Robillard est toujours aussi fluide, les personnages sont toujours aussi attachants. Je trouve qu'on a un peu plus focalisé ce tome-ci sur les habitants du château à proprement parler. La majorité de l'action se situe quand même dans ce château, où on apprend un peu plus sur les habitants du château et surtout sur ceux aussi qui ne veulent pas que la malédiction se brise. Donc voilà, même si il y a certaines longueurs un petit peu dans la saga, mais bon, en même temps, quand on a des sagas comme ça en plusieurs tomes, c'est un petit peu normal. J'essaye de pas trop faire jouer les reflets sur la couverture, mais c'est pas évident. Et j'aime beaucoup le travail éditorial des éditions de Michel Lafon sur ces sagas. Tous les romans d'Anne Robillard qui sont sortis chez Michel Lafon ont absolument des couvertures absolument magnifiques. Je ne sais pas du tout qui est à l'illustration. Alors, est-ce que je vais trouver ça ? Oui, alors après ça me dit pas ça me donne pas vraiment le nom, enfin bref, peu importe. Bon, en tout cas, je trouve les couvertures de l'édition française beaucoup plus belles que les éditions canadiennes. Et en tout cas, j'aime toujours autant cette saga et je continuerai à la lire dès que le tome 4 sera sorti en France. Ensuite, je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne parce que j'ai lu les premiers tomes il y a une vingtaine d'années quand j'étais à l'université, saga qui m'avait été très chaleureusement conseillée par ma meilleure amie Cécile. D'ailleurs, je sais qu'elle regardera cette vidéo quand elle sortira, donc encore un grand merci à toi de m'avoir fait découvrir cette pépite qui est pour moi un classique de la littérature, et pas un classique au sens de Molière, au sens de Racine, mais c'est quand même un grand classique de la littérature. Il s'agit des Chroniques de San Francisco, ici c'est l'épisode 8, Marianne en automne, d'Armistead Maupin, ici publié aux éditions Point. Alors, les Chroniques de San Francisco, c'est pour moi un des grands classiques de la littérature contemporaine. On a ici, alors je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement. Pouic, quand est-ce qu'il a écrit ça, le brave homme? Alors, les Chroniques de San Francisco, c'est sorti en 94 en France. Pouic. Édition de janvier 2011. Oui, forcément, celui-là, il est sorti en 2011. Mais je pense que le premier est sorti a été publié en France en 94. Et c'est pour moi un des grands classiques de la littérature contemporaine. On est à San Francisco, à
alors, je raconte un petit peu le pitch des épisodes précédents, où on est à San Francisco, dans une maison qui est le 28 Barbary. C'est Barbary Lane? Zut, alors du coup, j'ai un trou. Oui, c'est ça, c'est Barbary Lane. Oui, c'est ça, c'est Barbary Lane. J'ai eu un vieux doute. On est au 28 Barbary Lane, dans une maison qui est divisée en plusieurs appartements. Et la patronne de cette maison s'appelle Anne Madrigal. Et Anne Madrigal, c'est un personnage phare de la littérature contemporaine. C'est une femme qui a vécu plein de choses. Elle a un passé qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes des chroniques de San Francisco, et on découvre aussi tous les personnages qui gravitent au fameux 28 Barbary Lane. On a le fameux Michael Tolliver, Dean Mouse, et on a également Marianne Singleton, qui est qui est une jeune femme d'une trentaine d'années quand elle arrive au fameux 28 Barbary Lane, avec d'autres personnages évidemment qui gravitent autour d'eux. Et on parle souvent sur YouTube, sur Bookstagram, de la littérature LGBT. Pour moi, les chroniques de San Francisco, c'est la base de la littérature LGBT. Armistead Maupin a quand même voulu, dans ce roman, faire une chronique de l'évolution de la société à San Francisco, et même aux États-Unis et ailleurs, sur le quotidien des homosexuels, mais également des lesbiennes, de toute la communauté gay et de la communauté trans, parce qu'on a tout ce genre de personnages qui gravitent dans ces romans, et franchement c'est amené de façon tellement naturelle, tellement fluide, que on ne comprend pas comment il peut y avoir encore aujourd'hui une ségrégation, parce que c'est bien de la ségrégation vis-à-vis de la communauté gay, de la communauté lesbienne et de la communauté trans, enfin bref, de la communauté LGBT, voire LGBTQ+. Alors, il y a maintenant beaucoup d'auteurs, beaucoup de romans, beaucoup de graphiques qui parlent, qui met en avant ces communautés, mais si vous ne devez en lire qu'un, ce sont les chroniques de San Francisco. Moi, j'ai adoré quand j'étais, j'ai lu ça, j'avais une vingtaine d'années. On parle de l'amour entre deux hommes, de l'amour entre deux femmes, de tous les questionnements qu'il y a autour de la sexualité, de gens qui naissent dans un sexe, qui naissent avec un sexe qui n'est pas le leur, qui ne se sentent pas bien dans leur peau parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur sexualité. On parle aussi du sida, des ravages que le sida a fait dans la communauté gay avant que plusieurs traitements puissent avoir le jour. J'avoue avoir pleuré toutes les larmes de mon corps à la mort d'un des personnages dans un épisode. Ça m'avait tellement touchée, les personnages étaient tellement brisés. C'était absolument fantastique, absolument génial. Et la plume d'Armistead Maupin est tellement fluide, on a l'impression d'être avec eux vraiment. Et à chaque fois qu'on refermait un épisode, c'était comme si on quittait des copains qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps et qu'on a vraiment qu'une seule hâte, c'était de retrouver. Donc ici, je m'égare un petit peu, mais dans cet épisode, on retrouve Marianne qui revient à San Francisco après plus de 20 ans d'absence, car elle a sa vie part en sucette, elle est trompée par son mari et elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer. Donc elle vient chercher du réconfort auprès de son ami de toujours, Michael, qui vit toujours à San Francisco avec son mari, Ben, et leur chien, Roman. Roman m'a fait vraiment mourir de rire. Et elle va être hébergée chez eux. Alors même si Ben au début n'a pas spécialement d'atome crochu avec Marianne,
au fur et à mesure du temps, ils vont vraiment apprendre à se connaître ces deux-là et à s'apprécier parce que à deux, ils vont quand même chercher Michael, le titiller sur les points qui le défrisent. Et j'ai tellement aimé retrouver les personnages. On retrouve évidemment la fille de Marianne, on retrouve des personnages qu'on a vu graviter dans les épisodes précédents. C'est toujours un pur plaisir de retrouver ces personnages. Qu'est-ce que j'ai kiffé mes retrouvailles avec ces personnages. Et voilà, Armistead Maupin reprend les bases et les règles qu'il a suivies tout au long des 7 épisodes précédents. Et je crois savoir qu'il y a encore un épisode qui est sorti, je ne sais plus quand, mais qui est encore, qui est sorti et qui a été traduit en français. Franchement, je vous encourage vivement, si vous n'avez jamais lu les Chroniques de San Francisco, c'est magique, c'est épique, c'est une magnifique saga à lire. Décidément, cette vidéo sera marquée par les sagas et c'est vraiment une saga à découvrir ou à redécouvrir avec les yeux d'une personne du 21e siècle et avec le recul qu'on peut avoir maintenant sur tout ce qui a fait le sel de la vie de San Francisco dans les années 70. Et enfin, the last but not least, admirez mon accent anglais, n'est-ce pas? J'ai lu Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver de Sonia Dagotor aux éditions du Cherche-Midi. Alors ici, c'est un petit roman, voilà, c'est un petit roman, voilà, non, c'est un roman, voilà, il fait 263 pages, hein, quand même. Donc c'est quand même un roman bien. C'est un roman feel good, hein, dans la veine des romans feel good. Alors c'est parfait pour l'été, hein, je vous avouerai. La semaine dernière, j'ai publié une photo sur mon compte Instagram où je me suis plantée devant ma bibliothèque et je me suis dit, et que j'avais souligné, légendé la photo en disant je ne sais pas quoi lire, un peu à l'instar de toutes ces femmes qui se plantent devant leur penderie en disant j'ai rien à mettre. Donc voilà, donc vous avez été quelques-uns à me dire, à me sélectionner des livres de ma bibliothèque. J'ai donc sélectionné celui-ci qui a été choisi par ma copine Cécile, dont je vous ai déjà parlé au début de cette vidéo. Et donc ici, on rencontre 3 personnages féminins, 3 générations d'une même famille. On a Liliane, la grand-mère, Catherine, la mère, et Justine, la petite fille. Alors Liliane, elle a un secret qu'elle n'a jamais avoué à personne. Elle a eu un amour de jeunesse, un jeune homme qui était violoniste dans la rue, et ça a été le coup de foudre. C'était l'homme de sa vie, et il est un jour parti à Paris car il avait une audition pour l'Opéra Garnier pour espérer rentrer dans l'orchestre de l'Opéra Garnier. Il est monté dans un train un jour de 1958 et il n'est jamais revenu. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Du coup, elle a fait sa vie. Elle a épousé Francis. Elle a eu 2 enfants, Catherine et Maximilien, lesquels ont eu des petits-enfants. Donc ici, vous avez Liliane, ici, vous avez Catherine, et vous avez ici Justine, la fille de Catherine, et petite fille de Liliane. Et Justine sent bien que sa grand-mère n'est pas vraiment dans son assiette, car Liliane, depuis quelques nuits, voit Charles lui apparaître en rêve, et du coup, ça la perturbe beaucoup. Et du coup, elles sont... Parce que sa petite fille, la tanne, hein, Justine peut être très casse-couille, autant le dire, et très insistante, et donc du coup, elle persuade sa grand-mère de lui révéler ce qui la tourmente. Et quand Liliane lui annonce qu'elle a eu un amour de jeunesse, d'abord la jeune fille est un peu surprise, hein, parce que pour elle, voilà, elle n'a jamais connu sa grand-mère qu'avec son grand-père, et elle était très loin de s'imaginer que sa grand-mère avait eu une autre vie avant de vivre celle qu'elle a vécue avec son grand-père. Et donc elle se met en tête de retrouver ce fameux Charles, et donc use des moyens modernes, à savoir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et parallèlement à ça, on suit donc Catherine, qui est mariée avec Patrice. Elle a donc 2 enfants, dont Justine, et un garçon qui s'appelle
Antoine, je crois. Et Catherine, elle est un peu bouleversée aussi, car elle est extrêmement attirée par un de ses collègues de travail, Pierre. Voilà, quand il est pas là, elle est en manque de lui. Quand il est là, elle a des papillons dans le ventre. Enfin bref, elle s'aperçoit très vite qu'elle est amoureuse de Pierre et qu'elle n'est plus du tout amoureuse de son mari. Et elle est quand même déchirée entre sa loyauté et dans l'idée de ne pas faire de mal à son mari et les sentiments naissants qu'elle a vis-à-vis de Pierre. Et donc du coup, elle se trouve confrontée avec un dilemme et ça la travaille énormément. Et on voit graviter donc tout ce petit monde. À chaque chapitre, on a la voix des trois femmes et on a le point de vue de ces trois femmes sur l'histoire qu'elles ont en commun. Ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Liliane que j'ai trouvé extrêmement touchante. Le message que l'amour ne meurt jamais, même si on est les protagonistes ne se voient plus. Excusez-moi, je suis attirée par une araignée qui est en train de faire du saut à l'élastique là sur mon living. C'est assez marrant. Allez, vas-y, remonte Spider-Man. Bref. Excusez-moi pour cet intermède arachnéen. Et voilà, le personnage de Liliane m'a beaucoup touchée. Un amour de jeunesse ne meurt jamais, même si elle n'a jamais été malheureuse avec son mari et qu'elle n'a jamais regretté la vie qu'elle avait vécue. Charles a toujours été dans ses pensées. Et on voit que c'est... l'amour ne meurt jamais. Et le titre du roman s'exprime parfaitement tout au long du roman et à la fin. Alors on a des moments très émouvants qui m'ont vraiment beaucoup fait monter les larmes aux yeux, des moments de franche rigolade, parce qu'il y a quand même des situations qui sont quand même franchement très drôles. Ça permet aussi de réfléchir aussi à nos vies actuelles, à ce qu'on vit, ne jamais regretter le moment présent. Et surtout, ne jamais perdre une occasion d'aller au bout de ses rêves. Et vaut mieux. Il y a un des personnages qui dit qu'il vaut mieux avoir des remords et pas de regrets. D'ailleurs, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. Et je partage tout à fait ce proverbe. Il vaut mieux avoir des remords et pas de regrets. C'est ce qui ce qui pousse bon nombre de gens aussi à se dépasser et à aller plus loin. C'est le premier roman que j'ai lu de Sonia Dagotor, mais je pense que ce ne sera pas le dernier parce que j'en ai un autre dans ma palle. Voilà, ça se lit très bien. Si vous voulez quelque chose de léger, de frais, et avec des personnages, des personnages très attachants. Un bon roman feel good, un bon roman plein de bons sentiments qui vous remet un petit peu du baume au cœur et qui vous permet de penser à autre chose. Voilà, je vous conseille vraiment les romans de Sonia Dagotor. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans. Est-ce que vous en avez pensé? Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!